Bonjour à tous, il est 11h30 et je vous propose de démarrer ce webinaire. Bienvenue à nos clients et à tous les participants. Je suis Morgane Loézic, responsable commerciale et communication chez TAC Economics. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré aux élections américaines et qui sera animé par notre chief économiste Léa Deface. 30 minutes qui seront structurées de la manière suivante. Tout d'abord, quelques éléments de cadrage du contexte macroéconomique dans lequel s'inscrivent ces élections et de ce que disent nos modèles, notamment sur le risque de récession ou non. Dans un deuxième temps, nous ferons une analyse des derniers sondages et de nos indicateurs de sentiment. Kamala Harris a-t-elle renversé la tendance? Les deux candidats sont-ils au coude à coude? Comment interpréter ces données et quelle fiabilité y accorder? Enfin, la troisième partie sera consacrée au programme économique et aux principales mesures annoncées par les deux candidats. Vous pourrez bien sûr réagir à cette présentation en partageant vos commentaires ou vos questions via le chat et nous y répondrons à la fin de la séance. Je rappelle que la session est enregistrée. Nous pourrons ainsi vous envoyer les slides, ce qui vous permettra également de les partager en interne. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints. Léa, je te laisse la parole. Merci Morgane. Écoutez, merci d'être avec nous aujourd'hui et puis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de rentrée. Je vais tout de suite dans le vif du sujet, hein. Morgane a mis en avant les 3 points qu'on allait faire aujourd'hui sur cette présentation: le contexte macro préélectoral, l'analyse des sondages et l'analyse des programmes, avec toujours notre input et qu'est-ce qu'on apporte en plus de la tonne de documents que vous pouvez lire aujourd'hui sur le sujet, qui est l'approche modélisation de chacun de ces 3 points. Si je commence tout de suite avec le contexte macro préélectoral, l'idée c'était un peu de mettre en avant où est-ce qu'on en était aujourd'hui, à la fois compte tenu de l'incertitude qu'on a, compte tenu de la décision hier de la Réserve fédérale, et puis aussi de le mettre un peu en parallèle par rapport à où en était l'économie américaine il y a 4 ans. Donc le premier point, cette question de est-ce que l'économie américaine est en récession, où est-ce qu'on va, qui est un peu les sujets qu'on a depuis cet été et qui s'intensifient depuis quelques semaines. Vous avez peut-être vu ici un post LinkedIn que j'ai fait récemment et qui est pour nous un point très intéressant dans l'analyse de la conjoncture américaine, de savoir où on est. Plutôt que d'aller chercher à la réponse où va l'économie américaine et est-ce qu'elle va en récession, plutôt que d'aller chercher un point sur le taux de chômage, un point sur les créations d'emplois ou un point sur les ISM services, nous, on prend une vision un peu plus large et puis on en fait des cartes. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche de ce graphique-là, une graphique un peu abstrait. En fait, on prend à peu près une soixantaine d'indicateurs sur l'économie américaine, hein, c'est ce qu'il y a sur l'axe horizontal, et puis on regarde comment ils évoluent depuis les 18 derniers mois. Quand ces indicateurs s'améliorent, la tendance passe un peu en bleu, et puis quand les indicateurs se détériorent, ça tire sur le rouge. Cette image-là, ce mapping de l'économie américaine est ensuite mis dans un type de modèle Cummins qui permet de dire, cette image-là, elle ressemble assez souvent à une économie américaine qui est soit en phase de récession, soit en phase de reprise, soit en phase de décélération. Ça nous permet en fait de mapper l'économie américaine et de savoir où on en est aujourd'hui et de savoir où en est le cycle américain. C'est ce qu'on met sur le graphique de droite, dans lequel l'économie américaine est caractérisée par 5 cycles allant de la récession, le cyclical weakness, la détérioration du cycle, la reprise et l'économie américaine en plein boom. Et donc aujourd'hui, ce que le modèle indique quand on regarde la carte de l'économie américaine, ce que vous voyez sur la gauche, c'est qu'elle est dans une phase qui est correspondante à une phase 2, qui est ce qu'on appelle cyclical weakness, autrement dit la phase de soft landing. L'économie américaine ralentit et l'économie américaine est dans son bas de cycle. Donc ça, c'est le premier point, le premier input des modèles. Aujourd'hui, quand le marché est en demande de savoir où on va, nous, le modèle dit la situation présente actuelle de l'économie américaine, une situation sur laquelle l'économie est en soft landing. Ce qui est intéressant après, une fois qu'on a fait ce constat, c'est de dire où est-ce qu'elle va. Et c'est là où ces modèles sont intéressants, parce que ces modèles aident à prévoir où l'économie américaine peut aller,
en explicitant quels sont tel ou tel indicateurs et quel niveau ces indicateurs devraient avoir pour nous laisser soit dans le cycle qu'on est allemand, dans cette phase 2, soit nous emmener dans des cycles plus bas, la phase 1, la phase de récession, la phase où vraiment l'économie américaine entre dans plusieurs trimestres consécutifs de croissance négative, ou au contraire, l'économie américaine repart dans la phase d'expansion. Donc c'est pour ça qu'on suit cette courbe et on est capable, avec des modèles spécifiques, des modèles de machine learning, de dire où l'économie américaine va aller. Ce modèle spécifique, c'est le graphique que vous avez sur la partie gauche, dans lequel ça nous aide à savoir si, est-ce qu'à très court terme, il y a un risque de récession et ça nous ferait basculer de notre scénario de soft landing à un scénario de récession, ou au contraire, est-ce que l'économie américaine va bien et pourquoi? Je vous fais la lecture un peu plus simple de ce graphique qui paraît compliqué, mais qui en fait est assez smart et met de côté beaucoup de doutes. Comment ça fonctionne? La même chose. On prend un ensemble large de variables macroéconomiques et le modèle regarde en fonction des conditions historiques qu'est-ce qui ferait basculer du cycle de soft landing vers un autre cycle. Le cycle de soft landing, les cycles en bas, c'est les cycles caractéristiques. Si on est en 2, c'est le chemin rouge que vous avez actuellement, c'est le cycle dans lequel on est maintenant. Le cycle qui nous fait peur, ou en tout cas qui fait peur en marché aujourd'hui, c'est le cycle 1. Et donc là, on regarde quels sont les indicateurs et qu'est-ce qui nous fait passer de la phase 2, le soft landing, à des phases plus négatives, les phases 1 et les phases de récession. Ce qu'on observe, c'est qu'actuellement, il y a un indicateur qui est clé, qui est majeur, c'est l'indicateur qui est en tête de ce graphique-là, qui est un peu barbare quand on le met comme ça, qui s'appelle Employment 3, mais qui en fait représente les créations d'emplois en moyenne 3 mois. Donc, c'est les indicateurs qu'on appelle les non-farm payroll, les NFP. Ce qu'indique le modèle, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'on bascule du chemin rouge qui nous emmène dans notre cycle 2 à un autre chemin qui nous amènerait dans le cycle 1, le cycle de récession, il faudrait que les créations d'emplois aux États-Unis passent du rythme au-delà de 100 000 qu'on connaît actuellement à un rythme de destruction d'emplois de l'ordre de 75 000. Pour qu'on aille chercher ces scénarios vraiment négatifs, le premier indicateur à regarder, c'est l'emploi. Important parce qu'effectivement, on voit bien que la détérioration qu'on observe sur le marché de l'emploi depuis quelques trimestres maintenant pose question. Le modèle met tout de suite de côté ce scénario-là pour aller chercher des cycles de destruction d'emplois. On en est encore loin aujourd'hui. C'est cette histoire de tant qu'on n'est pas sous les 75 000 destructions d'emplois, à court terme, nous, le scénario de récession est mis de côté. Il y a des choses un peu plus intéressantes, c'est pas le but de ce webinaire-là, mais je veux juste le mettre en avant. Beaucoup sont en train d'accentuer le pourquoi on est dans des scénarios de récession, donc on va prendre le pli et c'est pourquoi on ne croit pas à ce scénario de récession. C'est quand on va voir plus loin dans le détail de ces indicateurs et dans le détail de ces arbres, il y a quelques points techniques que je veux mettre en avant. Le premier, les questions d'ISM que vous voyez sur le deuxième point, tout le monde dit oui, mais attention, les indicateurs manufacturiers sont très bas, ça veut dire que la récession va s'amplifier. La même chose, c'est là où l'intérêt du modèle, le modèle dit non, ça c'est pas du tout un sujet. On pourrait avoir un intérêt à regarder cet indicateur, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tant que cet indicateur d'ISM manufacturier est sous le seuil de 54, c'est pas un sujet, l'économie est déjà dans une situation qui est compliquée. On prend nous à l'inverse, on dit on commencera à aller chercher des scénarios d'où l'économie américaine se reprend quand on sera au-dessus de ces niveaux-là. Donc voilà, un peu de détails, un peu de technique, un peu plus conjoncturelle que la question des élections américaines. Mais aujourd'hui, si on fait la comparaison avec les périodes historiques, ce qu'on met sur le graphique de droite, où vous avez en rouge le rythme mensuel de création d'emplois et en bleu le cycle de croissance de l'économie américaine, la situation telle qu'on la connaît actuellement, pour nous, n'est pas du tout aujourd'hui indicatrice d'un scénario de récession. Il faudrait aller bien au-delà sur des créations d'emplois. Et vous voyez, même si on arrivait à aller chercher quelques chiffrages négatifs en termes de création d'emplois, ce n'est pas pour autant qu'on aurait une situation où la croissance irait chercher trimestre très négatif côté américain. Donc ça, c'est un premier point, c'est un peu le contexte électoral où on est. On pourra revenir plus en détail dans la session de questions-réponses si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur la conjoncture. Mais où en est l'économie américaine actuellement? Il y a certes beaucoup d'incertitudes, mais pour nous, on est encore dans une situation américaine où l'économie se porte bien. Elle ralentit certes, mais elle se porte bien. Le deuxième point, qui est celui qu'on mentionnait tout à l'heure, alors Trump ou Harris, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les sondages et qu'est-ce que ça veut dire pour l'élection américaine? Alors, le premier point, c'est que effectivement, on voit bien, si on regarde depuis le passage de relais entre Biden et Harris, cette ouverture et cette bascule sur l'élection, l'écart se creusait au juillet entre Biden et Trump.
Aujourd'hui, Harris arrive avec un léger avantage de plus 1,1 point par rapport au sondage de Biden, avec une reprise en main, voire même un léger blip depuis le débat de la semaine dernière. Il faut faire quand même attention sur les sondages au niveau national. Le plus 1,8 nous laisse toujours dans la marge d'erreur. Un article intéressant du Washington Post montrait que si on appliquait les marges d'erreur qui avaient été faites aux élections précédentes, Trump regagnerait à peu près 2 ou 3 points dans chacun des États clés. Donc, certes, une avance de Harris, certes, un sentiment, en tout cas, que l'élection de Trump a une probabilité un peu plus faible. Nous, justement, le but de ce webinaire était de mettre vraiment le point sur attention, aujourd'hui, rien n'est joué dans l'élection, ni une victoire de Harris, ni une victoire de Trump. Pourquoi on a ce sentiment-là et ce point d'attention-là? C'est qu'en fait, il faut faire attention aujourd'hui entre les sondages d'intention de vote avec ce léger rebond au niveau national et les sondages sur les swing states. On retrouve notre problématique des États clés, où on va les redécouvrir où sont la Pennsylvanie et où est la Caroline du Nord dans tout ça. Il y a deux choses qui sont importantes dans l'élection américaine. Tout ne se joue pas au niveau national. Ici, on a sur le graphique de gauche les 7 États clés qui vont être le plus importants dans l'élection américaine: la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Je reprends ici un papier qui avait été repris par le Grand Continent qui mettait en avant quelle est la probabilité de chacun de ces États de renverser l'élection. La Pennsylvanie étant le plus élevé, c'est ces États-là qu'il va falloir regarder le 5 novembre pour savoir qui va être en tête et qui va avoir la capacité. Et là, effectivement, quand on regarde les derniers sondages post-débat, on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, la course dans les États clés, elle reste extrêmement serrée. Pour l'instant, on n'a pas de leader clair. On a des écarts infimes entre Harris et Trump. En Pennsylvanie, Trump et Harris sont quasiment à égalité. Trump est en tête de 0,2 points dans la moyenne des sondages. On a des écarts similaires dans le Wisconsin, dans le Michigan, dans la Géorgie, en Caroline du Nord. Aujourd'hui, aucun candidat ne parvient à s'imposer de manière décisive. Et en fait, si on utilise la base des moyennes actuelles des sondages, Trump pourrait remporter la présidentielle avec 287 voix contre 251. Il en faut 270 pour gagner. Encore une fois, ça dépend de la capacité à conserver des petites marges dans plusieurs États clés. Donc, quand on regarde les sondages, pas au niveau national, mais au niveau des États clés, bah pour l'instant, on est encore dans une situation où Trump a capacité à supporter ces États parce que le poids du candidat républicain dans les gros États clés, notamment la Pennsylvanie, fait que pour l'instant, il reste en tête malgré l'avance de Harris au niveau national. Le deuxième point qu'il fallait mettre en avant, c'est un peu plus technique, c'est la question de la différenciation entre le vote populaire et le collège électoral, les grands électeurs. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait connu lors de l'élection de Clinton, où il avait gagné le vote populaire, mais in fine, Trump avait remporté l'élection parce qu'il avait gagné les grands électeurs. C'est 270 grands électeurs pour remporter l'élection. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'effectivement, ce scénario qu'on avait connu en 2016 se renforce avec la candidate démocrate qui est favorisée par le vote populaire à l'échelle nationale, mais qui pourrait être devancée au collège électoral parce qu'il y a une surmobilisation conservatrice dans les États clés. Et ce qui est intéressant dans ce tableau-là, qui est un papier que j'ai pris d'un bulletin de Nate Silver, qui est le gourou sur les élections américaines, c'est qu'il montre qu'en fait, il y a un déficit côté démocrate pour que la candidate Harris ait à la fois le vote populaire et le vote électoral. Il faut qu'elle ait une avance supérieure de l'ordre de, on va dire, 4 à 5 points pour être capable ensuite de s'assurer l'ensemble du collège électoral et des grands électeurs. Quand on fait le point tout à l'heure, on dit bah, l'avance pour l'instant de Harris est de 1,8 points, on en est encore loin. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose à garder en tête lors de l'élection. Cette scénario, en fait, cette différence entre le suffrage populaire et le collège électoral pourrait en fait faire remporter l'élection à Trump, même si Harris avait une avance dans le vote populaire. Et on voit bien, hein, ça explique d'ailleurs un peu la dissonance qu'on a au débat Harris-Trump. Certes,
elle fait mieux pour ses publics, mais au final, Trump a probablement atteint ses cibles avec sa rhétorique qu'il avait développée dans le débat. Et dernier élément sur ce point-là, sur ces questions de allons un peu plus dans le détail que les sondages au niveau national, c'est que bien qu'à l'échelle nationale, Trump et Harris sont à quasi-égalité, leurs forces en fait sont sur des terrains différents. Harris bénéficie d'un soutien sur la question de l'avortement. On le voit ici, j'ai repris un papier du centre Pew Research qui fait les sondages clés sur les intentions de vote et les raisons de ces intentions de vote, qui a été publié début septembre. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, 55% des votants, pardon, 55% des électeurs ont effectivement confiance en Harris pour défendre le droit à l'avortement contre 44% pour Trump. C'est ce que vous voyez en bas de ce graphique, qui est le mieux armé pour prendre les bonnes décisions sur cette question d'avortement. Et ce sujet, effectivement, mobilise les femmes, les jeunes électeurs, les progressistes, et c'est ce qui forme aujourd'hui ce socle solide qu'est Harris. Par contre, on continue de voir que Trump domine sur l'économie et qui reste quand même la principale préoccupation pour la majorité des électeurs. On a aujourd'hui 55% des votants, le score inverse en fait, qui estiment que Trump est plus apte à prendre des bonnes décisions économiques contre 45% pour Harris. Et donc son socle repose sur les électeurs qui priorisent les questions économiques, souvent plus conservateurs, et là on reboucle sur la question des États clés. Et donc, in fine, bien que Harris ait l'avantage assez net sur les questions sociales, elle soit au final perçue comme même plus honnête et plus proche des gens, l'avantage de Trump sur l'économie pourrait là aussi être un élément décisif pour lui pour cette course à la présidentielle. Donc voilà, ces premières conclusions allons un peu plus loin que les sondages qui montrent que effectivement, quand on va à la fois dans le détail de la manière dont le vote est fait, dans la question des swing states et puis dans le sous-jacent de tout ça, Trump reste quand même beaucoup plus au coude à coude que celle de donne à l'échelle nationale. Et puis le dernier point qui nous semble important, c'est notre propre indicateur. Notre indicateur qu'on appelle un indicateur de sentiment, qui est un indicateur qui avait là aussi prévu l'élection de Trump contre Clinton. Donc on aime bien ressortir à chaque élection et donc qu'on reprend aussi ici. Alors comment cet indicateur fonctionne? On prend tous les articles du monde entier qui taguent, donc qui parlent de Trump ou de Harris, et on applique un filtre pour savoir si ces articles ressortent avec un sentiment positif ou un sentiment négatif sur la personne. Donc est-ce que vous jugez que dans l'ensemble de l'article, on a un sentiment favorable à Trump ou favorable à Harris? On fait l'écart entre ces deux indicateurs et ça nous permet d'avoir notre indicateur de sentiment. Ici, l'indicateur, quand il est supérieur à 0, il montre plutôt quelque chose de plus favorable pour Trump. Donc, amène en quelque sorte à une notion où la victoire de Trump serait plus prévisible. À l'inverse, quand cet indicateur est sous les zéros, on penche plutôt vers une victoire de Harris. Et ce qu'on observe, c'est assez intéressant, c'est que cet indicateur a en fait plutôt bien fonctionné. On a eu toute la séquence des procès de Trump, où en fait, avant Harris, on avait Biden dans cet indicateur. Donc, toute la séquence des procès de Trump qui ont amené aux victoires de Harris sur avril ou mai. On a ensuite toute la séquence juin-juillet, où on a eu à la fois la première tentative d'attentat contre Trump, la convention républicaine, et puis le débat qui ont fait ressurgir cette victoire de Trump dans notre indicateur. Et puis on a eu à l'inverse le moment où Harris rentre dans la course, plus la convention démocrate qui est favorisée de nouveau la victoire de Harris. Quelque chose qui est très intéressant, c'est que par contre, depuis quelques semaines, on n'est plus du tout sur la volatilité de ces indicateurs, on est sur une sorte de neutralité. Et même après la deuxième tentative d'assassinat, même après le débat Harris et Trump, les indicateurs ne bougent pas tant que ça. Pour nous, plutôt le reflet de cette société polarisée et cette rhétorique de l'un et de l'autre. Mais aujourd'hui, si je combine ça au niveau national, plus au facteur type, plus à notre indicateur de sentiment, la conclusion majeure qu'on a aujourd'hui, c'est que pour l'instant, rien n'est joué dans l'élection américaine et qu'aucun des deux candidats n'a une avance significative. J'en profite, cet indicateur est disponible sur notre Data Lab. J'ai l'adresse en dessous, mais il va être
updaté tous les jours et n'hésitez pas à le suivre au fur et à mesure de l'élection. Nous, ça va être notre indicateur clé à quelques jours de l'élection. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, la question c'est où on va et puis qu'est-ce qu'on met comme scénario et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste, qu'est-ce que ça implique. Alors, on a fait les états clés, on a fait tout le reste, on n'a pas encore abordé le dernier point qui est la question du Congrès. C'est que non seulement il y a la question de la présidence, mais il y a aussi le renouvellement du Congrès, donc des chambres et du Sénat. Qu'est-ce que ça implique dans le scénario envisageable et dans les probabilités qu'on peut appliquer sur les scénarios? Ce qu'on a en tête, nous, c'est que la clé de l'élection 2024, elle réside en fait dans la bataille pour le contrôle du Sénat. Et c'est le contrôle du Sénat qui déterminera la capacité de Harris ou de Trump à gouverner pleinement s'il accède à la présidence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les scénarios envisageables, il y a la question à la fois, est-ce que le président a capacité à appliquer son programme et puis à le faire passer pleinement ensuite sur la question macro. Ce qu'on regarde, quand on regarde un peu plus spécifiquement les détails sur le Sénat, on voit qu'aujourd'hui, les démocrates détiennent une majorité en fait très fragile au Sénat. Très fragile, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce au vote décisif de Kamala Harris en tant que vice-présidente du Sénat qu'ils ont cette faible majorité. Et cette majorité à l'élection actuelle, elle est menacée par des sièges vulnérables dans des États républicains, comme l'Ohio et le Montana, et la retraite du sénateur Manchin, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est celui qui revenait toujours dans l'IRA et tous les plans américains qui s'opposaient assez franchement au programme de Biden, sa retraite dans un État fortement républicain rend aujourd'hui presque certain un basculement du Sénat vers le Parti républicain. Pour que les démocrates aujourd'hui conservent le contrôle, ils doivent non seulement défendre tous les sièges actuels, remporter des batailles, on va dire, difficiles dans des États clés où la compétition est serrée. Donc, ce qu'on ressort aujourd'hui de ce point-là sur ces questions Sénat et ces questions présidence, c'est deux scénarios qui nous semblent importants, les deux scénarios duo dans toutes ces combinaisons possibles de scénarios. Le premier scénario, qui est le scénario en haut à gauche, dans lequel Trump remporte la présidence, les républicains prennent le contrôle du Sénat. Dans les sondages actuellement, on se rend compte que celui qui remportera la présidence remportera probablement la Chambre. Et donc, dans ce cas-là, on se redirige vers un gouvernement républicain complet et donc un programme économique conservateur et des réformes législatives telles que souhaitées par Trump qui pourront être mises en place sans obstacle majeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt le scénario en haut à droite, où là, c'est qu'en fait, même si Harris remporte la présidentielle, le contrôle du Sénat semble échapper aux démocrates, et en fait, elle ferait face à un Congrès divisé. Et donc, c'est un scénario qui compliquerait considérablement l'adoption des grandes réformes démocrates qu'elle veut faire, qui obligerait en fait Harris à naviguer entre compromis, blocage législatif, et de par son caractère d'ancien procureur et autres, on voit bien qu'elle va être dans une situation extrêmement complexe qui va rentrer très vite dans des situations de blocage où une grosse partie du plan et du programme Harris ne sera pas applicable. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire avant même de rentrer dans l'analyse et dans la modélisation des programmes des deux candidats? C'est qu'en fait, on a aujourd'hui deux possibilités fortes. D'un côté, un Trump avec l'imprévisibilité qu'on lui connaît, sa capacité à faire passer ses engagements, et de l'autre, Harris, beaucoup plus légaliste et dans l'incapacité aujourd'hui d'exercer son pouvoir exécutif très fortement. Et c'est ça qui est important à mettre en avant dans cette élection américaine qui, au final, on en parle beaucoup, mais on sent que le marché ne mesure pas les implications. C'est que les deux scénarios possibles nous amènent sur des situations en fait extrêmement différenciées et différenciantes. Et donc, c'est notre troisième point aujourd'hui, c'est quelles sont les implications macro de ces programmes et qu'est-ce que ça veut dire sur notre scénario américain. Vous le voyez, pour l'instant, c'est vraiment deux scénarios très différents. On a des chocs qui correspondraient à des chocs d'inflation, plus 2,5 points d'inflation aux États-Unis, avec ensuite un choc récessif côté Trump, alors qu'une victoire démocrate maintiendrait en quelque sorte la trajectoire actuelle. Comment on en est arrivé à ça? Comment on en est arrivé à ces calculs et ces résultats? Bon, on a fait
plusieurs points. Le premier, c'est on a analysé les programmes. J'ai repris ici un récapitulatif qui provient du BS sur qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est différenciant entre les deux candidats. Euh, on s'est fixé pour nous trois points majeurs qui nous semblaient plutôt différenciants entre les deux programmes. Le premier, c'est tout ce qui est relié aux taxes. Ou si je caricature, on a plutôt côté Trump une baisse des taxes corporate et puis côté Harris une hausse des taxes corporate. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire précédemment. Dans notre scénario de présidentiel Harris mais de congrès divisé, on voit bien que la capacité de Kamala Harris à implémenter cette hausse de taxes nous paraît aujourd'hui minime. Le deuxième point qu'on a sur ces questions de programme, c'est effectivement la question des tarifs, avec d'un côté une présidence Trump qui veut imposer des tarifs supplémentaires de l'ordre de 60% sur la Chine, 10% sur le reste du monde, et Harris qui serait plutôt dans la suite logique de ce que fait Biden, avec des points spécifiques par pays, par produit, plutôt qu'un ensemble large sur les taxes douanières, une politique large de hausse de l'ensemble des taxes douanières. Troisième point, qui est un peu le point différenciant de Harris dans son programme, qui est toute sa logique du care, soutien à la classe moyenne et impulsion aux primo-accédants, aux parents avec le premier enfant, même une demande de hausse du salaire minimum. Là aussi, en fait, ça va être même chose, peut être plus compliqué. Il y aura probablement capacité à aller passer certains types de mesures. Dans la mesure où le Congrès est divisé avec elle, on sent bien que sa logique et sa volonté de faire basculer l'Amérique sur cette politique du care sera beaucoup plus limitée que ce qu'elle ne veut dire. Donc en fait, en termes d'impact, on pourrait probablement aller chercher quelques points similaires à ce que veut faire Trump sur le child tax credit, par exemple. Pour le reste, ça là aussi des points plutôt limités côté Harris. Le dernier point qui n'est pas mis en avant ici, c'est effectivement la question liée à l'immigration. Là, en termes de programme, le programme Trump est assez clair, hein, c'est une sortie de nombre de migrants de 1 million par an pendant le mandat. Là où sur Harris, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a effectivement un renforcement sur les questions d'immigration, mais aussi une amélioration des conditions d'octroi et de passage à la nationalité américaine. Et donc là aussi, deux points divergents. Comment on a fonctionné pour voir comment ces mesures-là influençaient notre scénario? Souvent, quand on regarde les travaux qui ont été faits par les uns et les autres sur les élections américaines, on se rend compte que en fait, les gens ont pris chacune de ces mesures que je viens de vous présenter, donc les tarifs, les taxes, l'immigration. Ils ont fait les effets pour chacun et puis ils les ont empilés pour voir l'effet que ça pourrait avoir au global sur les variables macro. Nous, on a fonctionné un peu différemment. On a fait une sorte de scénario imbriqué dans lequel on fait passer les taxes, les tarifs et l'immigration ensemble avec des effets rétroactifs les uns les autres. Et donc, c'est les trois cases que vous voyez ici. On a fonctionné avec quelle est l'application, quel est l'impact de la hausse des tarifs. On a fait jouer ça sur l'inflation. Donc, on a fait un scénario Trump dans lequel, alors, on a pris le pire du pire. On n'a pas été joué sur les hypothèses. On a dit qu'est-ce qui se passe si Trump implémente totalement sa politique. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on augmente l'ensemble des tarifs Chine et reste du monde et qu'il y a une répercussion complète sur le consommateur américain. Pour le scénario Harris, on a fait un maintien de la situation actuelle. Cette situation dans laquelle on arrive dans un marché américain dans lequel il y a déjà plus d'inflation, on y a rajouté cette question des taxes. Et donc sur le scénario Trump, on a mis une baisse de l'impôt sur les sociétés de 21 à 15%, et on a fait un impôt sur le revenu qui reste inchangé. Donc, on n'a pas le retour au Tax Cuts and Jobs Act avant, on maintient le niveau qu'on connaît actuellement. Pour Harris, on considère que là aussi, elle est plutôt contrainte par un congrès divisé. Elle pourrait probablement aller faire passer certaines hausses de taxes sur les hauts revenus, pourrait potentiellement soutenir une partie de la classe moyenne, mais l'un dans l'autre, quand on regarde les effets multiplicateurs que ça peut avoir, on se rend compte que les effets s'annulent. Et donc, on a vraiment plutôt quelque chose d'assez fort sur Trump dans lequel il baisse les taxes et quelque chose de plutôt nul pour Harris.
Ce scénario des taxes combinées à l'inflation joue les uns dans les autres, c'est-à-dire que ça arrive dans un monde qui est plus inflationniste. On a mis des effets sur le revenu, sur l'investissement, sur la conso, sur les taux, sur le déficit, ils s'auto-entretiennent. Et on ajoute à ça le troisième point qui est celui de l'immigration, mais in fine le marché du travail, dans lequel on enlève de la force de travail dans le scénario Trump. On réduit l'immigration nette de 1 million de personnes par an. Et pour Harris, on considère qu'elle revient à une dynamique plutôt historique en termes d'immigration. On enlève les taux de croissance forts qu'on a connus depuis les dernières années et qui soutiennent aujourd'hui le marché du travail. Et on retrouve une dynamique plutôt celle qu'on avait connue au moment de Clinton. Et donc, on applique tout ça et on voit ensuite ce que ça donne sur notre scénario macro. Le premier point, qui est celui qui nous paraît le plus important, c'est qu'est-ce que ça donne d'abord sur l'inflation. Et c'est à travers ce prisme de l'inflation que se dessine vraiment la divergence entre les scénarios. Donc on prend un scénario central, un scénario de base, et on applique les trois chocs que je viens de vous donner, les tarifs, les taxes et le marché du travail. Le marché du travail, c'est important parce que ça a des effets sur les salaires et ça a des effets sur la force de travail disponible. Premier point, quand vous voyez ce graphique, Trump en rouge, Harris en bleu, c'est deux scénarios totalement divergents. Je rajoute même deux scénarios totalement divergents et qui pour Harris sont sensiblement assez similaires à ce qu'on pourrait avoir dans un scénario central. Ce qui est important, c'est d'avoir la logique qui est derrière ce scénario-là. C'est une logique où on stimule la demande côté Trump avec la baisse des taxes corporate, pourquoi pas côté Harris avec quelques soutiens sur la classe moyenne, mais qu'on y applique également un choc sur les coûts dû aux problématiques de tarifs et de taxes. Et donc ça nous crée notre choc d'inflation. Par rapport à un scénario central d'inflation à zéro, l'inflation américaine augmenterait de 2,5 points dans le cadre de ce choc. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, imaginons qu'on a une inflation américaine qui se stabilise à 2,5%. L'application du programme Trump amènerait l'inflation américaine dans un range de 2,5 à 5% d'inflation. Donc ça, c'est le premier point. On peut discuter effectivement de l'impact du plan Trump. On a toujours la question, oui, mais au final, c'est ce qu'il avait fait lors de son premier mandat et il s'avère qu'il est beaucoup plus pragmatique que ce qu'on disait. Certes, donc on l'a testé quand même. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, ça décale un peu la problématique, mais les ordres de grandeur sont les mêmes. Vous avez le premier point, le scénario Trump normal, qui est ce choc de tarifs, force de travail et autres. On a le point rose, qui est ce qu'on a appelé le Trump séquentiel. Donc on se dit, il va d'abord vouloir satisfaire son électorat, donc plutôt que de tout faire en même temps, il va d'abord faire cette baisse sur les taxes corporate et seulement après les tarifs. Même avec ça, on voit qu'en fait, le choc est décalé, mais le choc reste le même. Et puis, on a fait, ils vont pas faire 60% sur la Chine et 10% sur le reste du monde, mais on va le faire d'une moindre ampleur. Effectivement, même avec une moindre ampleur, on a quand même ce profil sur l'inflation qui se dessine. Donc, la question de pragmatisme de Trump, oui, nécessairement ou probablement, mais en fait, les ordres de grandeur sont certes différents, mais la logique derrière et l'impact sur les variables macro restent le même. Donc, je remets un peu de côté ce scénario-là. Donc, le premier, c'est qu'est-ce que fait Trump? Trump donne un choc inflationniste, ce qui n'est pas le cas pour Harris. Ce qui n'est pas le cas pour Harris. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, qu'est-ce que mène ce choc d'inflation? Ce choc d'inflation, en fait, impose une réaction monétaire qui va corriger ce choc. Pourquoi? Face à une hausse de l'inflation, le modèle indique qu'il y a une réaction assez forte et assez coordonnée de la Réserve fédérale. Vous avez ici quel est l'impact de l'application du plan Trump et du plan Harris sur les taux Fed Funds. On a à minima une hausse de plus de 100 points des Fed Funds pour répondre à ce choc inflationniste, chose qui arriverait dans une situation où la politique monétaire n'a pas encore totalement finalisé son cycle de resserrement. Donc ça interviendrait à un moment où l'économie n'aura pas retrouvé totalement ses marges de manœuvre, dans une situation où on sera encore en soft landing, donc une situation quand même complexe, où on a un resserrement monétaire à un moment où la Fed aurait plutôt nécessité à desserrer encore sa politique monétaire. Vous voyez, pour Harris, on a une sorte de dérive, mais qui est in fine en fait plutôt faible sur l'ensemble de la période. Et donc, on a un choc d'inflation qui appose une réaction monétaire pour corriger ce choc d'inflation, mais la conclusion derrière, c'est qu'en fait, ça crée un choc récessif. Et c'est ça notre conclusion aujourd'hui sur ce scénario Trump, c'est que la combinaison de ce choc d'inflation et de cette restriction monétaire qui y est associée crée en fait un choc récessif,
pour Trump. Vous voyez, pour Harris, on est encore en fait dans nos marges de manœuvre et dans notre scénario au final assez similaire à notre scénario central. Par contre, pour Trump, par rapport à un scénario baseline, on baisserait la croissance de l'ordre de moins 1,5 points en deuxième année. Pourquoi en deuxième année et pourquoi ce choc est plutôt, on va dire, graduel? Parce qu'en première année, on a quand même l'effet sur les taxes corporate qui arrive un peu en soutien, mais l'inflation ensuite, le choc d'inflation prendrait ensuite le relais. Petite précision quand même sur tous nos modèles. Alors, j'ai choisi ici d'en mettre trois, hein. On a beaucoup, on a les impacts sur le déficit, sur la dette et autres. On voit que sur la fin de période, vous avez l'impression qu'il y a une reconvergence là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas d'effet réactif, on ne met pas de surréaction, on n'ajuste pas ni la politique budgétaire, ni des mesures possiblement de soutien. On met juste aujourd'hui, sans rattrapage, sans mécanisme autocorrecteur. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, on voit bien que on a un PIB qui est plus faible et un niveau de prix plus élevé dans le cas que dans un scénario Trump que dans le cas central ou que dans le cas Harris. Donc ça, c'est le résultat aujourd'hui de nos modèles. Et chose, quand on regarde aujourd'hui la manière dont le marché anticipe le scénario américain l'année prochaine, on voit bien que ce scénario de Trump n'est absolument pas intégré aujourd'hui dans les perceptions sur l'économie américaine. Dernier point, moindre considération macro immédiate, mais qui font appréhender pour nous les conséquences, le risque de contestation violente post-élection. On voit bien que le débat entre Trump et Harris qu'on a eu la semaine dernière a mis un peu en lumière une fracture fondamentale où Trump ne cherche pas à débattre sur les politiques concrètes, mais en fait renforce sa communauté soudée autour des théories complotistes. Mais on a aujourd'hui une base d'électeurs mobilisés autour de croyances irréfutables, et ce qui en fait rend tout débat vain et toute concession impossible. Et donc, les candidats aujourd'hui s'affrontent plus sur un terrain commun, mais sur des réalités opposées. Et dans ce degré en fait, de violence, de polarisation, qui peut imaginer aujourd'hui que, quel que soit le gagnant ou le perdant de cette élection, la transition du pouvoir va pouvoir se faire sans heurts? Et c'est pour ça qu'on a repris ici, j'ai repris un article qui avait fait le Grand Continent, qui s'était basé sur une enquête menée par le Chicago Project on Security and Threat, qui montre en fait que les États-Unis sont dans une situation de polarisation politique extrême, avec un retour extrêmement inquiétant de la violence politique, et ce des deux côtés de l'échiquier. En juin 2024, cette enquête a été faite en juin 2024, donc pas à l'époque Harris, mais à l'époque Biden. L'enquête a révélé que 18 millions de personnes, soit à peu près 7% de la population, déclarent qu'elles seraient favorables à l'usage de la violence pour restaurer Donald Trump à la présidence. Et ce chiffre, quand on complète qui est parmi ces 18 millions de personnes, quand on regarde parmi ces 18 millions, on voit à la fois qu'on a la persistance d'une fraction qui est radicalisée. Les personnes qui ont pris d'assaut le Capitole étaient des patriotes pour 7 millions. On a une fraction qui est organisée, ils ont accès aux outils d'organisation, et on a surtout une organisation qui est armée, dont 8 millions possèdent des armes à feu. On pourrait penser que c'est quelque chose lié à la dynamique trumpiste. Non, quand on prend le même sondage, là je viens de vous montrer qu'est-ce qui se passe si Trump gagne, mais c'est exactement la même chose si Trump perd. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, côté démocrate, aujourd'hui, 26 millions d'Américains estiment que l'usage de la force est justifié pour empêcher Donald Trump de redevenir président. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, on est aujourd'hui dans une société qui est fracturée, où la légitimation de la violence politique, elle gagne du terrain dans l'opinion publique, et à la fois côté démocrate et côté républicain, que ça s'accompagne effectivement de cette problématique de sécurité et de violence, et donc que l'escalade de violence qu'on voit maintenant risque d'empirer, dans un contexte où la défiance à l'égard du processus électoral ne cesse de croître, à un moment où une partie de la population perçoit la démocratie comme corrompue ou subvertie. Hein, on voit les propos du candidat Trump après son deuxième débat. Et donc cette situation, pour nous, est quand même un signal qui pourrait mener à une intensification des conflits politiques violents post-élection, voire même à l'émergence d'une crise plus complexe, plus institutionnelle côté américain. Quand on finit tout ça et quand on fait un peu le tour de l'ensemble de ce point-là, qu'est-ce qu'il en reste? C'est aujourd'hui une situation macro qui est plutôt favorable, et donc
Même si l'économie est en ralentissement, le candidat et le président arrivera avec une économie qui va pouvoir quand même lui permettre de passer ces mesures qui sont en fait très différenciantes. On voit bien qu'on est aujourd'hui sur deux caractères très différenciés entre d'un côté un choc Trump inflationniste amenant à une réaction monétaire qui emmène à une situation de récession, au contraire d'un scénario Harris qui est lui plutôt neutre par rapport à une baseline parce qu'elle n'a pas capacité dans les scénarios envisageables à faire passer son type de mesure. Et tout ça nous amène non seulement dans cette différenciation forte qui arrive elle-même dans une société polarisée et différenciée avec une forte crainte, incertitude et risque, en tout cas beaucoup plus fort aujourd'hui au regard de ce que montrent nos modèles et les sondages que ce qu'on voit, en tout cas ce qui est attendu pour l'économie américaine cette année et l'année prochaine. Voilà, je m'arrête là. Je suis à peu près, même un petit peu en retard dans les temps. Et puis je vous laisse si vous souhaitez échanger ou qu'on poser des questions sur les sujets ou des points que j'ai pas encore abordés. Oui, merci beaucoup Léa pour ta lecture très exhaustive hein, de ces enjeux des élections américaines. Quelques premières réactions et j'invite fortement nos participants à réagir, hein. Vous avez l'opportunité là d'échanger avec une experte sur le sujet, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à partager des commentaires. Un premier commentaire, Léa, lorsque tu as décrit les réformes et les mesures principales qui seraient enclenchées soit par Kamala Harris ou Trump, tu n'as pas évoqué particulièrement la politique de dépenses concernant défense-sécurité. Est-ce que tu aurais des éléments concernant cet aspect-là qui différencierait ou pas ou non les deux candidats? Alors, pour l'instant, nous, on a plutôt fait le prisme d'aller chercher sur nos modèles macro et quels sont les grands impacts qu'ils font. On a fait nécessairement cette analyse en termes de soutenabilité, impact sur le déficit, sur le budget de ce type de réforme. Aucun aujourd'hui des budgets et des propositions qui sont faites ne sont financés. C'est-à-dire qu'on arrive avec une augmentation massive des déficits et des dettes dans les deux cas qui était un peu réduit dans le cas de Harris parce que considérait que la hausse des taxes qu'elle voulait mettre en place finançait une partie de ces mesures. Sur les questions spécifiques, budget militaire et ces impacts-là, non, on ne les a pas traités spécifiquement. On a cherché plutôt à mettre en avant qu'est-ce que ces mesures impliquaient sur le scénario macro. Très bien. Un autre point concernant l'hypothèse d'une correction monétaire, l'un de nos participants comment dire, commente et dit que cela susciterait certainement le mécontentement des émergents pour leur propre financement par les marchés. Est-ce que tu aurais un commentaire à faire? Effectivement, on voit. Alors, moi, le point qui m'a paru le plus intéressant en travaillant ce webinaire, c'est de se rendre compte que actuellement, l'impact, le scénario qu'on met en avant aujourd'hui, un scénario qui n'est pas du tout travaillé et ajusté sur la question émergente, bah, à la fois on peut avoir les effets qu'on a sur la politique monétaire ou autre. J'ai fini ce point-là en parlant de la question de la crise institutionnelle que cela pourrait ouvrir. On voit bien que les réformes, la capacité du gouvernement Trump à ajuster beaucoup de points sur l'état de droit, les institutions ou autres, ouvrent nécessairement des risques forts sur les questions de dollars, sur les questions de valeur refuge, sur les questions de confiance en la devise et les titres américains. Encore une fois, ça part sur des scénarios qui sont des scénarios très adverses, mais on voit bien que l'imprévisibilité d'un nouveau gouvernement Trump et l'impact de certaines mesures ouvre effectivement la voie à une forte volatilité, à des fortes craintes sur l'ensemble émergent, mais également sur l'ensemble des autres marchés. Merci Léa. Une autre question. Dans le cadre de notre scénario de réponse monétaire de la Fed à un choc récessif en cas de victoire de Trump, comment mettriez-vous cela en perspective avec les craintes de la remise en cause de l'indépendance de la Fed?
C'est un vrai point qui est mis en avant. Donc, vous faites référence ici notamment à l'application du projet 2025, alors qui a été depuis plutôt mis sous le tapis par la présidence Trump, pas nécessairement par sa possible vice-présidence. C'est un vrai sujet. Donc, l'idée, c'est il y a une remise en cause de l'indépendance de la Fed. Ça passerait par un changement constitutionnel, ou en tout cas une lecture différente de la Constitution, qui autoriserait le président à avoir une mainmise un peu plus forte que ce qui est le cas, notamment sur les décisions d'indépendance de la Réserve fédérale. Je pense que là, la manière dont nos scénarios sont construits, ils sont construits avec une hypothèse institutionnelle qui reste assez similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans la possibilité, et encore une fois, il y a beaucoup de contre-pouvoirs qui pourraient être associés à arriver jusqu'à ce que Trump puisse même avoir la main mise sur les décisions de la Fed, on serait dans des scénarios vraiment différents. Pour l'instant, je vous refais un article, alors certes, d'un think tank démocrate, mais du Peterson Institute, qui est très complet sur la question et qui suit quel article de la Constitution devrait être modifié et quel impact cela pourrait avoir. Où là, effectivement, on serait dans une situation beaucoup plus différente, mais j'ai envie de dire, si on en arrive à un scénario dans lequel l'indépendance de la Fed est remise en cause, il n'y aura plus la question de savoir si la Fed peut baisser son BP, mais c'est surtout comme qu'est-ce qu'on fera face à une situation de marché où on perdra de la confiance en la valeur américaine et la valeur refuge. Je pense qu'on basculerait totalement dans un scénario qui est différent si la crédibilité de la Fed venait d'être critiquée ou d'être questionnée par le marché. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez, je vois pas d'autres questions pour l'instant ou réactions à cette présentation. Je rappelle que on vous adressera à la fois le replay et les slides qui ont servi de support d'ici demain. Je vous invite aussi très fortement à vous connecter au Data Lab, comme le suggérait Léa, pour suivre les courbes et nos indicateurs de sentiment sur ces deux candidats. On a été ravis d'organiser ce webinaire sur les élections américaines qui nous occupe beaucoup en interne chez TAC et qu'on va continuer à suivre avec beaucoup d'intérêt. Je vous propose d'en rester là, le timing est respecté. Très bonne journée à tous et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire. À bientôt.